Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Let's Talk About. Aujourd'hui, nous aborderons un sujet aussi passionnant que délicat, la gestation pour autrui, plus connue sous le nom de GPA. Entre éthique, espoir et complexité juridique, la GPA soulève de nombreuses questions, mais au-delà des débats, il y a des histoires humaines, des parcours, des familles. Pour nous aider à mieux comprendre ce processus, nous avons la chance d'avoir avec nous 3 invités au regard complémentaire. D'abord, Romain Taillandier du Fertility Center de Las Vegas, l'un des centres de procréation médicalement assistée les plus réputés aux États-Unis. Il nous expliquera les étapes médicales de la GPA, les profils des futurs parents, les évolutions de la médecine reproductive. Nous accueillerons également Junior Velasquez de A to Z Family, une agence spécialisée dans l'accompagnement éthique des parents de A à Z. Il partagera l'importance d'un cadre éthique et légal solide. Et enfin, le témoignage précieux de Julien, qui est parent grâce à la GPA et qui nous racontera ce parcours complexe, mais riche en émotions et plein de gratitude. Notre objectif aujourd'hui, comprendre, informer et donner la parole à ceux qui vivent cette réalité, loin des clichés et des polémiques. Alors installez-vous confortablement, ouvrez grand vos oreilles et vos cœurs, et bienvenue dans Let's Talk About. Bonjour Romain. Bonjour. Bonjour Junior. Bonjour. Alors on va commencer par la première question pour toi, Romain. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir quel est ton rôle dans le parcours des futurs parents. Alors, mon rôle dans le parcours des futurs parents, c'est de les accompagner, déjà de les éduquer à ce que c'est que la GPA, parce que souvent quand on me contacte, on ne sait pas qu'il y a plusieurs entités, qu'il va y avoir une donneuse d'ovocytes, qu'il va y avoir une mère porteuse, la clinique, l'agence, les avocats. Donc je commence toujours par une petite explication basique qui dure quand même 1 heure. Et ensuite, quand on me dit, écoute, Romain, on est prêt, et on rentre dans le concret et je les accompagne à chaque étape. Ok, très bien. Et du coup, l'accompagnement que tu leur proposes au quotidien, c'est quoi exactement? Alors, c'est beaucoup de communication. Les parents que j'accompagne, ils habitent en général en Europe, en France. Ils ont physiquement besoin de faire une chose, c'est-à-dire donner leurs gamètes, que ce soit du sperme, ovocytes. Et après, nous, on s'occupe de tout de l'autre côté de l'Atlantique. Donc, essentiellement, mon boulot au quotidien, c'est la communication. En disant, voilà, aujourd'hui, on a cette étape. Aujourd'hui, on a la fonction d'ovocytes de votre donneuse. Aujourd'hui, on a la création de vos embryons. Aujourd'hui, on a les tests génétiques. Aujourd'hui, on a un transfert d'embryons vers votre mère porteuse. Aujourd'hui, votre mère porteuse est enceinte. Donc, à travers ces étapes qui durent longtemps, une GPA, ça dure en moyenne entre 18 mois et 2 ans, je suis là pour les rassurer. Il y a parfois des hauts, il y a parfois des bas. Donc, mon rôle au quotidien, c'est d'informer, de communiquer sur leur parcours de GPA. Et donc, quelles sont plus précisément les étapes clés dans un parcours GPA pour des parents d'intention? Alors, la première chose, si on avance par exemple avec un couple homosexuel, ça va être de faire le don de sperme. Pour ça, il va falloir voyager aux États-Unis pour faire son don de sperme. Si on a un couple hétéro qui souhaite utiliser leurs ovocytes et leur sperme avec une mère porteuse, dans ce cas-là, c'est pareil, ils vont venir et on va faire ce qu'on appelle une ponction d'ovocytes. La plupart des personnes que j'accompagne sont des couples homosexuels ou des personnes célibataires, donc dans ce cas-là, il y a toujours une donneuse d'ovocytes. Donc ça, c'est la première chose, avoir ce qu'on appelle les gamètes, donc sperme ou ovocytes. Quand on a le cas d'une donneuse, il va falloir choisir sa donneuse sur une base de données de donneuse. Pareil, je suis ravi de les accompagner dans leur choix. On va ensuite créer des embryons. C'est la grande étape, créer les embryons. Ces embryons ensuite sont testés avec des tests génétiques qui n'existent pas en France, mais pour savoir si tout est parfait pour permettre une grossesse. Okay. Une fois qu'on a des embryons, on va rechercher la mère porteuse, toujours avec une agence de mère porteuse. Et une fois qu'on a une mère porteuse, on va pouvoir avancer avec ce qu'on appelle le contrat de GPA. Donc, une forme juridique, un contrat, dans lequel on va expliquer comment on va avancer dans cette GPA, mais aussi anticiper tous les problèmes qu'il pourrait avoir. D'accord. Il est important ce contrat de GPA parce qu'il va dire, OK, les parents sont d'accord pour avancer sous ces conditions et la mère porteuse est d'accord pour avancer. Chacun est représenté par un avocat du pays où vit la mère porteuse et ça permet d'encadrer et de dire, OK, tout le monde était d'accord, personne n'a été forcé, on a discuté des points qui pouvaient éventuellement poser problème et maintenant, on est sur la même longueur d'onde et on avance. Une fois que le contrat est signé, on va pouvoir procéder au transfert d'embryon. Un transfert d'embryon, c'est plutôt simple. Et ensuite, il y a un suivi de la grossesse jusqu'à l'accouchement. Okay. L'accouchement se fait là où vit la mère porteuse. Et en général, alors ça dépend des pays parce qu'on travaille avec des mères porteuses qui peuvent être en Colombie, au Mexique, aux États-Unis ou au Canada, qui pour moi sont les 4 pays où les règles éthiques de la GPA sont respectées. On en reparlera peut-être.
Et il faut rester un gros mois entre la naissance et le retour en France ensuite avec son enfant. Et alors toi, qu'est-ce qui t'a motivé à faire ce métier? Alors, c'est un métier particulier. J'ai pas couru après ce métier, c'était quelque chose que j'ai trouvé par hasard sur Internet. Le centre de fertilité de Las Vegas cherchait quelqu'un pour accompagner les couples francophones. Il faut savoir qu'en Europe, globalement, la GPA est interdite. Donc, il faut, pour aller essentiellement aux États-Unis. J'ai moi-même un fils qui s'appelle Elliot, qui a 10 ans, qui est né grâce à une mère porteuse et une donneuse aux États-Unis. Donc, j'avais déjà l'expérience. Et je me suis dit que c'était pas mal de transformer cette expérience en quelque chose de plus régulier. Et depuis, j'ai accompagné la naissance de plus de 250 enfants pour des francophones. Félicitations. Depuis que je fais ça, il y a environ 8 ans, merci. Et donc voilà, donc c'est devenu, c'est bizarre de dire ça, mais une routine, même si, et c'est ça qui est génial dans ce métier, c'est que c'est toujours différent. Chaque parcours de GPA est toujours différent. C'est là aussi où, quand les parents font leurs recherches et qu'ils parlent à d'autres couples, c'est peut-être intéressant de parler avec plusieurs couples. Parce que quand on parle à un couple, on va avoir une expérience. Quand on parle à plusieurs couples, on va avoir plusieurs expériences. Ouais. Moi, je suis toujours ravi d'expliquer de façon objective quelles sont les étapes, sans mettre d'émotion, mais au moins, on comprend scientifiquement comment ça avance. Quand on parle avec des couples qui ont déjà fait une GPA, c'est bien, mais on a une expérience. Et peut-être qu'il y a des couples qui vont avoir eu des problèmes pour choisir leur donneuse d'ovocytes. D'autres pour choisir leur mère porteuse, d'autres ça va être à la naissance. Donc le focus est différent en fonction des expériences. C'est bien de parler avec d'autres parents, mais parfois ça peut faire peur, surtout sur des petits points précis qui vont pas arriver en fait. Oui, voilà. Des problèmes qui vont pas arriver. Alors du coup, vu que tu nous as parlé un petit peu de ton approche personnelle sur le sujet, comment est-ce que cette approche personnelle a influencé ton approche sur l'accompagnement ? Alors, nous, on a une GPA qui était plutôt simple. Le problème dans notre GPA, nous, c'était plutôt le choix de la donneuse. D'accord. Mais comme je viens de le dire, c'est l'expérience, elle est bien, mais après, il faut rentrer dans le vif du sujet et être plutôt sur la partie médicale, sur l'accompagnement. Donc, moi, comme j'ai une GPA qui s'est bien passée, j'ai envie de dire que c'est facile à expliquer, mais je peux pas tellement dire « Ah bah oui, moi, j'ai très mal vécu cette partie-là, donc c'est facile pour moi maintenant de l'expliquer ». J'ai quand même beaucoup appris depuis que j'ai commencé à accompagner les parents, parce qu'il y a quand même une partie émotionnelle importante. Il faut jouer avec ça, il faut pouvoir accompagner des parents qui vont être parfois très stressés et vont envoyer des messages toutes les 5 minutes pour savoir « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe là ?» Et donc, on doit leur répondre. Pour les rassurer. Parents, exactement. Des parents qui sont beaucoup plus cool et qu'on doit un peu pousser en disant « Bon, maintenant, il faut avancer si vous voulez avancer dans votre GPA parce qu'il faut faire les choix, il faut choisir la donneuse, il faut signer ses papiers, sinon on ne va pas avancer. » Donc voilà, et entre milieu, des gens qui peuvent parfois, à des moments, avoir besoin de surcommunication et tous les jours, on doit se parler et puis après, plus de nouvelles. Et c'est moi qui dois dire OK les garçons, pendant 1 mois vous me parliez tous les jours et maintenant il n'y a plus de nouvelles, est-ce que tout va bien? Et en général c'est que tout va bien, c'est que leur GPA avance, qu'ils vont avoir leur enfant et qu'ils n'ont plus besoin de moi. Il n'y a plus de questions importantes, Exactement. d'inquiétudes à soulever. Aujourd'hui, du coup, on va revenir sur un point sur lequel tu as parlé. Au niveau des pays, quels sont les plus accessibles et les plus sûrs pour faire une GPA? Alors, aujourd'hui, le plus sûr du plus sûr, c'est les États-Unis, parce qu'il y a un cadre légal, c'est clair, net, précis. Il n'y a plus qu'un seul État des États-Unis qui interdit la GPA aujourd'hui, en 2025. C'est plutôt bien. L'administration Trump est plutôt en faveur de tout ce qui est PMA, GPA. Donc, voilà, les États-Unis, c'est clair, net, précis, et surtout, c'est un pays où les contrats ont une valeur très importante. Donc, s'il y a un contrat, tout le monde est parfait, tout le monde est OK pour avancer. Oui, clair. Quand tu parles de cadre légal, c'est vraiment de A à Z, c'est... Exactement, c'est borné. C'est borné, c'est... Voilà. Okay. Le Canada, c'est aussi un État, enfin un pays qui est plutôt intéressant. Le problème, c'est que c'est un pays où c'est immense en superficie, mais c'est tout petit en population. Donc il y a très peu de mères porteuses disponibles. Aussi, ils ont une philosophie un peu plus altruiste, dans le sens où les mères porteuses, leur indemnisation est encadrée. Donc, c'est un peu plus long au Canada. Je déconseille aujourd'hui le Canada. Je vous l'aurais conseillé il y a 8 ans, par exemple. Au début, on entendait beaucoup plus parler du Canada que des États-Unis. Exactement. Mais aujourd'hui, il faut 5 ans pour trouver une mère porteuse au Canada, parfois. D'accord. Oui. Quand aux États-Unis, c'est entre 3 et 6 mois. Donc, voilà.
Ouais. Et alors après, on a deux autres options qui sont l'Amérique latine au sens large, donc le Mexique et la Colombie. Deux pays super intéressants, mais où il faut faire attention. On est en Amérique latine, c'est un peu plus le Far West, c'est beaucoup moins contractuel. Les contrats, parfois, ont peu de force. Donc là, c'est bien, mais il faut passer avec des organismes qui respectent l'éthique, s'assurer que les femmes n'ont pas été poussées à faire cette GPA. Donc, il faut mettre en place des garde-fous. Et dans ces pays-là, dans ce cas-là, on travaille avec des assistantes sociales, avec des psychologues. Il faut bien choisir son agence, justement. Exactement, qui vont accompagner tout le monde pour qu'on puisse être rassuré. Et aussi, par exemple, au Mexique, c'est un État fédéral. Donc, il y a des États. Moi, aujourd'hui, au Mexique, on travaille qu'avec des mères porteuses qui sont à Mexico City, parce qu'il y a seulement à Mexico City où, par exemple, 2 papas peuvent figurer sur le certificat de naissance. D'accord. Et où le juge reconnaît entièrement la GPA pour des couples qui soient homo, hétéros ou les personnes célibataires. Donc, je dirais que quand vous avancez dans des GPA en Colombie ou au Mexique, c'est pareil pour la Colombie, assurez-vous que vous avez encore plus d'aide, surtout sur la partie légale, dès le départ. Exactement. Quelles sont les différences que tu peux observer entre les parcours aux États-Unis, au Mexique, au Canada ou ailleurs? Alors, le but, encore une fois, c'est de tout copier-coller sur les États-Unis. Aux États-Unis, c'est là où l'éthique est poussée au maximum, où il y a des associations, où il y a des rassemblements de professionnels de la GPA qui disent voilà ce que c'est qu'une GPA éthique. Et il y a même un livre blanc édité par une association qui s'appelle SIDS Éthique et qui dit voilà ce qui serait bien si vous voulez faire une GPA. Toutes les bonnes choses pour faire une GPA. Et ça évolue au fur et à mesure des années, ça des évolue, expériences. Exactement. Il y a des choses qui sont ajoutées, des choses qui sont enlevées. Donc le but, c'est de copier-coller ça à la fois au Canada. Et au Canada, c'est bien. La loi est super éthique. Mais aussi au Mexique, en Colombie. Et j'ai envie de dire dans tous les pays qui voudraient ouvrir la GPA. C'est ça un peu le combat. C'est de se dire aujourd'hui, c'est un vrai débat de société, notamment en France. Mais on peut le faire. On peut le faire dans certains pays. Et moi, personnellement, et ça c'est un avis complètement personnel, je trouve que interdire les choses, c'est toujours la mauvaise solution. Essayons plutôt de les autoriser, mais avec des conditions. Ouais. Donc, cette association est plutôt sympa parce qu'elle donne des bases à tous les pays, tous les gouvernements qui voudraient autoriser la GPA, mais une GPA éthique. Par exemple, si on faisait une GPA en France, je pense qu'il faudrait que les mères porteuses ne soient pas rémunérées ou juste indemnisées sur ce qu'il faut pour une grossesse. Ouais. Peut-être, je sais pas, l'alimentation, les frais médicaux. Je pense aussi que la sécurité sociale ne devrait pas financer toute la partie médicale. Mais si tout le monde est d'accord et s'il y a un contrat clair qui dit cette femme était d'accord pour porter les enfants de ce couple, je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas possible. Dans des toujours pays mieux quand du coup c'est encadré par une loi plutôt que les gens le fassent quand même parce qu'ils le font quand même. Exactement. Donc sinon, on le fait sans cadre juridique et c'est là où à la fin il y a le problème. Il faut toujours penser que le but ultime c'est que les enfants soient heureux. Et si on peut le faire, mais que derrière, il y a des montagnes juridiques, c'est toujours dommage pour les enfants. Qui, à la fin, ont des parents qui les aiment, qui vont avoir une vie parfaite, mais qui vont avoir des problèmes sur un certificat de naissance, des choses comme ça. C'est dommage. Mais voilà, donc, GPA éthique, aujourd'hui, dans 4 grands pays, mais pourquoi pas plus tard, dans d'autres pays. Okay. Et ça, je l'encourage. Ok, super. Alors maintenant, on revient un petit peu sur les parents. Quelles sont les questions les plus fréquentes que les parents peuvent te poser quand ils te contactent? Alors, les questions, ou en tout cas la question à laquelle on répond au départ très, très rapidement, c'est la mère porteuse n'est pas la donneuse d'ovocytes. Ah oui. Ça, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas la GPA, c'est normal. On croit que la personne qui va porter l'enfant, c'est aussi la personne qui apporte son matériel génétique. Oui, ça, c'est une idée reçue à peu près de tout le monde, je pense. Exactement. Donc ça, il faut bien l'expliquer. Et en tout cas, c'est ce qui permet la GPA. C'est-à-dire que dans les pays où la GPA est autorisée, il faut que la personne qui va porter l'enfant ne soit pas la maman biologique de l'enfant. Pour 2 choses, pour les raisons légales, mais aussi pour l'attachement. Elle fait ça pour aider un couple. C'est le patrimoine génétique du couple ou d'une donneuse. Et c'est beaucoup plus important psychologiquement ensuite pour la mère porteuse. Bien sûr. Question aussi que j'ai souvent, c'est est-ce qu'on peut choisir le sexe de l'enfant? La réponse est oui.
On a aux États-Unis et dans la plupart des pays, enfin, on a sur la planète Terre des tests qui s'appellent des tests PGT-A où on peut, au stade embryonnaire, réaliser le karyotype de l'embryon, ce qui permet, entre autres, de savoir si les embryons sont en pleine santé. On le fait pour ça, mais aussi parce qu'on va établir un karyotype, de savoir, je ne sais pas si tu as fait des études, vous avez fait des études de médecine, mais à la fin, on a soit un chromosome Y, soit un chromosome X. Et ça permet de savoir du coup si les futurs enfants sont des garçons ou des filles. D'accord. C'est un état des lieux. Donc aujourd'hui, parce que j'aime bien rappeler ça, Pas de on ne manipulation. peut pas faire de manipulation. On ne peut pas créer des garçons ou créer des filles. En revanche, sur plusieurs embryons qu'on va créer, on peut dire bah, celui-ci c'est un garçon, celle-ci c'est une fille. Est-ce que vous voulez choisir lequel vous voulez transférer vers votre mère porteuse? Ouais. D'ailleurs, on peut en parler par la GPA, mais on peut faire ça aussi pour une FIV normale. Voilà, c'est ça. Dès qu'on fait une fécondation in vitro et qu'on crée des embryons en laboratoire, on peut potentiellement savoir si ce sont des futurs petites filles ou des futurs petits garçons. On D'accord. ne peut pas choisir la couleur des yeux, on ne peut pas choisir la couleur des cheveux. C'est techniquement impossible pour l'instant. Ça le sera, et c'est là où on aura des questions un peu plus importantes. Est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on le fait pas? Je pense qu'il ne faut pas le faire personnellement, mais voilà, ça c'est un autre débat. Ouais. Alors, on entend souvent les critiques sur la GPA, surtout ces dernières années, parce que c'est un sujet qui brûle les lèvres. Comment est-ce que toi, tu réponds à ces critiques? Alors, c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure. Il faut, ces critiques, qu'elles soient constructives. Parce que, de nouveau, s'il faut dire c'est tout blanc, soit c'est tout blanc, soit c'est tout noir, on interdit ou on autorise, je trouve que c'est pas la solution. Donc, pourquoi ne pas l'autoriser, mais dans un cadre précis, avec les personnes qui sont pour et les personnes qui sont contre dans la même pièce, on parle, on échange, on débat, et on essaie de trouver quelque chose, un consensus. Alors, les consensus en France, ça n'existe pas. C'est soit toujours d'un côté ou de l'autre. Mais voilà, donc je pense que c'est important. Et ce qu'il faudrait apporter, c'est un peu plus de cerveau, en gros, un peu plus de matière grise pour essayer de construire un cadre légal qui aide à la fois les parents, les mères porteuses et surtout les enfants. Comment est-ce que tu t'assures que la mère porteuse, elle est respectée et elle est protégée tout au long du processus? Alors là, c'est intéressant parce qu'il y a plusieurs choses et je pense qu'on avance sur ça aussi. Déjà, il y a toute la partie médicale au début sur la mère porteuse. Il faut savoir que quand on veut être mère porteuse, on passe pas un jour devant une clinique en disant « Ah, je veux être mère porteuse » et le lendemain, vous avez un transfert d'embryon. Pas du tout comme ça. Faut déjà passer via une agence de mère porteuse qui va vérifier que la mère porteuse est basiquement en pleine santé, mais aussi qu'elle n'a pas de casier judiciaire, qu'elle n'a pas de problème financier. Tout ça, ça rentre dans une loi, dans un cadre légal. Exactement. Ou en tout cas dans un cadre éthique, parce qu'il n'y a pas tellement de lois. Ouais. C'est le professionnel qui dit que ce serait mieux D'accord. qu'on puisse faire ça. Donc déjà là, ça va dissuader pas mal de personnes qui n'ont pas envie de s'investir dans tout ça. Et ensuite, il y a toute une partie psychologique. Donc la mère porteuse va rencontrer un psychologue. Si elle est mariée, le mari va aussi rencontrer le psychologue, parce qu'il faut savoir, et ça c'est intéressant, quand on est marié, ça devient un projet de couple, donc il faut que le mari soit d'accord. D'accord. Alors pas dans le sens d'accord, qui donne son autorisation, mais que psychologiquement, il n'est pas une opposition à ça. Donc c'est le psychologue qui va regarder. C'est pas une histoire d'écrire oui ou non sur un bout de papier. Il va vivre avec elle pendant tout le processus, donc forcément. Et le psychologue, il va être là aussi parce que les mères porteuses ont déjà eu un enfant au moins, donc il y a potentiellement des enfants en bas âge autour de la mère porteuse ou un peu plus grands. Le psychologue va être aussi là pour expliquer à la mère porteuse comment expliquer ça aux enfants. Oui. Oui, parce que ça peut pas être un premier enfant. Exactement, ça peut pas être un premier enfant, mais les enfants vont voir que leur maman est enceinte, mais cet enfant va pas rester avec eux. Oui. Donc c'est important. Tout ça, c'est très très important. Aussi, et ça c'est au Mexique seulement que ça se fait, je trouve que c'est intéressant, il y a une assistante sociale de l'État mexicain qui va rencontrer la mère porteuse, qui va aller chez elle, qui va être sûre qu'elle habite dans un logement salubre et dans une zone correcte. Alors, le Mexique et les États-Unis, c'est pas la même vie, donc c'est pour ça que ça a été mis en place au Mexique, pour être sûr qu'on n'est pas sur des profils de mères porteuses qui sont vraiment dans le besoin. Dans la pauvreté. Aux États-Unis, il n'y a pas une assistante sociale de l'État dans lequel vit la mère porteuse qui va se présenter à la mère porteuse, mais pourquoi pas? C'est ça qui est intéressant avec la GPA, c'est-à-dire que pourquoi ne pas le faire partout pour être sûr qu'il y a en gros quelqu'un d'un organe public, quelqu'un de complètement extérieur à ce process, qui va regarder, qui va dire pas de problème. Comme on fait en fait pour l'adoption. Oui. Et donc ça,
c'est pas obligatoire pour les parents d'intention, mais ça commence à pas le devenir, mais à être un peu plus courant. C'est-à-dire des parents d'intention qui doivent, avant d'avancer, voir un psychologue et, dans le cas du Mexique aussi, parler avec une assistante sociale. Alors là, c'est plutôt être sûr voilà, qu'ils ont de quoi accueillir leur enfant. Oui. Mais un peu comme le processus d'adoption. Ouais. Et c'est vrai que c'est rassurant pour tout le monde. C'est rassurant, et je pense que si on autorisait la GPA en France, c'est un cadre, peut-être se servir de ce qui se passe pour l'adoption, pour dire si oui ou non les parents peuvent accueillir un enfant dans un cadre qui permet aux enfants d'évoluer normalement. Okay. Quelle place est-ce que tu accordes à l'éthique dans la sélection des partenaires, donc les cliniques, les agences, les avocats, parce que du coup il y a beaucoup d'intervenants sur une GPA. Donc quelle place en fait toi tu accordes à ça? Alors pour moi c'est très important, c'est le plus important, s'entourer d'une clinique qui va pour le coup respecter. Alors j'ai parlé de CID d'éthique, mais il y a une autre association qui s'appelle l'ASRM qui va dire comment qualifier une donneuse d'ovocytes, comment qualifier une mère porteuse, mais que sur la partie médicale. D'accord. Par exemple, une mère porteuse, quel doit être son IMC maximum? D'accord. Ah oui, ça va jusque-là. Non, on va savoir. Eh ben, c'est 35. D'accord. Ce qui est quand même pas mal. Pour la France, c'est pas mal. Pour les États-Unis, bon, c'est peut-être la moyenne. Voilà. Donc, il y a des règles comme ça. Faut au moins qu'elle ait eu un enfant. On en parlait tout à l'heure. Ça, c'est quelque chose d'éthique. Donc, pas mal de choses qui permettent de dire, OK, on sait que la personne qui va avancer va être en pleine santé, il ne va pas y avoir de complications parce qu'elle est en obésité sévère ou parce qu'elle a plus de 42 ans, donc on s'arrête à 42 ans pour les mères porteuses. Donc voilà des règles qui permettent d'avancer avec des personnes qui vont être en pleine santé parce que ça c'est important. L'éthique c'est pas seulement la loi, être sûr qu'elle était confortable, qu'elle était suivie psychologiquement, mais aussi s'assurer que le docteur qui va la valider et qui va la suivre prend pas n'importe qui pourrait mettre en danger la vie de l'enfant pendant la grossesse. Ou de la mère porteuse aussi. Ou de la mère porteuse. Donc ça, c'est la partie clinique. Pareil pour l'agence, il y a plein de choses. S'assurer que l'agence va pas récupérer tout l'argent pour la grossesse dès le départ, mais que tout va être soit payé directement par les parents, soit bloqué sur un compte séquestre pour les parents. Les avocats, en général, quand même, ils sont là pour respecter la loi. Donc j'espère qu'ils sont tous des avocats éthiques, mais c'est pareil, être sûr qu'ils respectent la loi et qu'ils ne font pas un petit contrat comme ça à la va-vite, mais qu'ils font un contrat qui respecte la loi de l'État ou la mère porteuse. Il y a des avocats plus spécialisés, de toute façon. Exactement, en droit de la famille. Ouais. Et alors après, il y a tous ces tests génétiques qu'on peut faire ou ne pas faire. Est-ce que c'est éthique? Est-ce que c'est pas éthique? Est-ce que c'est de l'eugénisme? Est-ce que c'est juste pour éviter de transmettre des maladies? Ça, c'est une grande question, mais il y a toute cette partie-là aussi. Et ça, ce choix revient aux parents d'intention. Les parents d'intention qui choisissent. Est-ce que tu penses, au niveau de la France, qu'un jour, ce sera légalisé, qu'il y aura une législation qui sera faite sur la GPA? Je pense que c'est possible et je pense que ça va arriver. J'ai peut-être même un cadre européen. Ça serait mieux que ce soit au niveau de l'Europe, parce que ça permettrait que tous les pays soient sur la même longueur d'onde. Parce que si un pays européen l'ouvrait, comme aujourd'hui, c'est presque impossible. C'est pas impossible partout en Europe, mais c'est presque impossible. S'il ouvrait pour tout le monde, tout le monde irait dans ce pays-là. Donc, ça serait peut-être beaucoup. Mais un cadre européen, moi, je le souhaite. Je pense que ça va arriver. Maintenant, est-ce que ça va arriver dans 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans? Ça, je sais pas. Ça arrivera, mais j'espère pas dans 50 ans. Ouais. Super. Alors du coup, on parlait que la GPA, c'est des histoires humaines quand même des histoires de famille. Quelle histoire pour toi est la plus marquante, la plus émouvante dans les accompagnements que tu as pu faire jusqu'à aujourd'hui? Alors il y en a plein, et je vais en sélectionner une qui est peut-être pas la plus marquante, mais j'ai ce papa célibataire. On accompagne des célibataires. C'est déjà beaucoup quand on est 2, mais alors quand on est seul, on porte ce projet émotionnellement, faut être solide. Et il avait créé 4 embryons. C'est pas la plus belle des histoires, mais il avait créé 4 embryons. On fait un premier transfert, ça fonctionne pas. On fait un deuxième transfert, ça fonctionne pas. On fait un troisième transfert, ça fonctionne pas. Faut savoir qu'avec la clinique avec laquelle je travaille, il y a 97% de chances que le troisième transfert fonctionne. D'accord. Il n'a pas fonctionné. Donc on était sur ces 3% de chance. Et ça arrive, parce qu'on fait plusieurs transferts d'embryons par jour, donc sur les statistiques, on les voit, nous, à la clinique. Et là, il dit, OK, tu sais quoi, Romain, j'arrête tout.
pour moi, c'est trop dur, j'arrête tout. Et le docteur... Parce qu'à chaque fois, c'est un ascenseur. Ah mais c'est horrible, on est content d'y aller, on y croit, et boum, on reçoit un email en disant désolé, ou un message de sa mère porteuse en disant malheureusement, le test de grossesse est négatif. Horrible. Okay. Et là, avec le docteur, on lui parle, et on lui dit, écoute, il reste un embryon, nous on te paye toutes les charges de médicaments et tout ça, ça serait bête que tu arrêtes à ce moment-là. Ta mère porteuse, en plus ta mère porteuse, adorable. Elle est d'accord pour refaire, pareil, pour essayer d'avoir un minimum de coûts supplémentaires, parce qu'il y a ça aussi, même si lui, c'était plutôt émotionnellement, mais il y a cette partie-là qui peut être importante. Il dit, OK, je réfléchis, il part en vacances, il revient, il dit, OK, on essaie dernière fois et après c'est fini, j'ai déjà fait mon deuil, je serai sûrement jamais papa, mais... ouais. Et on a fait le transfert et il a une petite fille qui a 2 ans maintenant et il est super content et il pense même à recréer les embryons pour recommencer et avoir un petit frère ou une petite sœur pour sa fille. Ben ça, c'est génial quand, en gros, on a des échecs et qu'on essaie de trouver la motivation et on se dit, allez, on essaie. Alors, ça aurait pu ne pas fonctionner et j'aurais pas raconté cette histoire peut-être. mais voilà, ça, c'est des jolies histoires quand au final, on y arrive, même si ça a été difficile d'y arriver, on y arrive. Est-ce que tu gardes un lien avec les familles que tu accompagnes? Et si tu gardes un lien, quelle forme, comment ça se passe? Alors, j'essaie de garder un lien. Après, avec plus de 250 bébés qui sont nés, c'est difficile. Il faudrait que j'ai des assistants pour garder le lien, parce que ça fait pas mal de communication. Mais oui, après, c'est pareil, quand il y a des histoires qui sont où il y a eu des petits problèmes, c'est là où je garde plus de liens, parce que ça veut dire que, bon, écoutez les garçons ou écoutez les couples, il faut qu'on se pose parce qu'aujourd'hui on a un problème, est-ce qu'ils avaient un moment? Donc on se pose, on parle, et ce qui fait qu'il y a plus de communication et à la fin on crée une relation. De nouveau, ça dure environ 2 ans, un parcours de GPA, donc c'est pas, on va pas acheter une chocolatine. Pour le coup, on va vraiment dans un processus, c'est une aventure. Donc on crée des liens, c'est sûr. Donc j'essaie, moi, d'avoir des contacts, de garder des contacts avec tout le monde, d'aller voir d'ailleurs les bébés partout où ils sont en France et en Belgique et à Tahiti et partout. Mais j'ai peut-être pas de lien avec les 250 bébés. Quelle est ta vision de l'avenir au niveau du monde pour la GPA? Ça revient un petit peu sur ce qu'on a déjà abordé, mais... Alors, moi, je m'inquiète aujourd'hui de l'eugénisme dans tous ces parcours où on peut utiliser la génétique. Et c'est ça qui me fait peur. Autant je trouve que le processus de GPA peut être accepté et sera sûrement accepté en Europe, autant l'eugénisme, avec le traumatisme qu'on a eu et qui, pour moi, je le condamne complètement, ça me pose problème. Donc, qu'on puisse vérifier si le futur enfant va avoir un problème de santé et éventuellement l'éliminer. Je trouve que ça, c'est bien, parce que si on peut éviter ça pour ses enfants. Ouais. Mais qu'on aille sur des choses comme ces milliardaires américains qui font de la FIV pour repeupler le monde, là, parce qu'ils sont intelligents et qu'ils pensent qu'ils vont transmettre leur intelligence. Alors ça aussi, pas tellement intelligent, parce que pour l'instant, l'intelligence ne se transmet pas génétiquement, ou en tout cas, c'est pas encore prouvé. Toujours des exemples. Mais c'est ça qui me fait peur. Et je serais complètement contre des bébés préfabriqués où on choisit la couleur des yeux, la couleur des cheveux, le QI, même si ça me paraît impossible aujourd'hui, mais ça le sera à un moment donné. J'espère qu'on se limitera à ça. Et c'est là où l'éthique sera importante. Et c'est là où, malheureusement, on retombera sur des pays qui diront nous, on peut faire tout ce que vous voulez. Voilà. Et ça, par contre, si ça arrivait, je lutterais contre. Je suis en faveur de la GPA, mais je suis contre l'eugénisme. Et ça serait ça, peut-être, la dérive. Sinon, pourquoi ne pas utiliser la technologie quand elle permette de pouvoir avoir une vie en pleine santé? Ça serait quand même dommage. Surtout que ça touche énormément de gens. Aujourd'hui, beaucoup de couples sont parcours PMA. C'est très limité en France, puisqu'on a droit à certains essais, voilà. Et donc après, effectivement, on est obligé de partir loin. Exactement. Non, mais il y a un vrai sujet sur la fertilité aussi dans le monde. Oui. La population baisse dans les pays développés. Et en plus, on a de moins en moins de facilité à faire des enfants naturellement. Il y a un scientifique qui disait qu'à un moment donné,
peut-être on se reproduirait en fait par parcours de PMA seulement, et que la reproduction, comme on l'entend aujourd'hui, serait juste un plaisir sexuel. Ça, c'est quelque chose, peut-être, viendra, puisque si on peut tester les embryons, si on peut essayer d'éviter de transmettre des maladies, et des maladies comme, je sais pas moi, la mucoviscidose, des maladies qui sont horribles, qui permettent pas de vivre longtemps, peut-être qu'il faudra que tout le monde fasse des bébés in vitro. Ça, on en reparlera, mais c'est un peu de la science-fiction. On va maintenant donc passer aux questions pour Junior. Donc les questions vont maintenant être en anglais, puisque Junior parle anglais et espagnol, et que je suis pas bon du tout en espagnol, donc on y va en anglais. Junior, so what is the most important things to know before starting a surrogacy journey? I think that depending first on what's the proper information that you're going to obtain from anyone that you're going to speak of. The first thing is that you need to understand is that you as a parent, you don't know what you don't know. And there's so much information out there. And most of it is misinformation. And a lot of that misinformation, it's unethical information. So it's finding the correct people and surround yourself by the correct people so that you can proceed your surrogacy journey in an ethical way, whether that's in the United States or in Mexico and Colombia or whatever that country might be for you. No journey is the same, but it can most definitely be ethical. And that's the important part when they're pursuing their surrogacy journey and when they're pursuing their dream to build their family, whether they're single or they're in a family with a partner or they're trying to figure that out. The important aspect about it is the ethics to be the center of it. And finding those people is the most crucial part to start their journey. Where do parents often feel lost or emotional? And how can they be ready for that? So the reality of everything is that nothing's going to really get you ready. And that's something that I hope that parents can accept. But having the right team around you is what helps you go through that emotional stages. Surrogacy is so unpredictable. And life just happens, just like anything else. And that's what surrogacy is. That's what building a family is. Just like whether if they had their first child through whether it's a heterosexual couple, they had their first child normally, but now they need assistance through IVF and surrogacy, and life just happens. Or you're a same-sex couple, and you need the help of not only IVF but surrogacy also. Pregnancy is unpredictable, and that's the aspect that I would like for parents to understand that it's who is the team that's around you that's going to help you through that emotional process. Because a fertility clinic, an agency, the attorney, etc., all these professionals that are going to help you get to that dream, it's not just about having these people around you, but also lifting you in the most hardest moments. I've always said a great team is not just when things go well and everything is normal, but when the hard stuff happens or when the difficult things happen, what are they doing in that moment to support you, to help you through that difficult time? Sometimes we don't have the answers, and that's okay. But sometimes it's just about being present, listening, and just being a shoulder to cry on, because sometimes that's just what you need. But then also when to take action to help you through whatever that might look like. So emotions is a roller coaster. Yeah. And it's always going to happen. All the journeys. The entire journey is a roller coaster. And that's the reality of it. But having the right team surrounding you makes a huge difference. Because when you feel that your dream is drifting away, when you feel that your dream as a parent is just not going to happen, having someone or a group of people, that team that you have formed to be part of your journey matters in that moment, because those are the people that are going to help you go through that and get to that finish line. What do people often get wrong about surrogacy? That it's just a transaction. I think that's the biggest challenge. And I think that's the biggest
question around everything when it comes to not only in the US, but in other countries, in their home countries. Unfortunately, religion tends to be such a big part of the conversation, but I think that's what a lot of people get wrong. It's not a transaction. No. It's about a person that is so selfless to say, I want to help someone build their family. This woman that is, and it's not just about this specific woman, it's her family that is making a choice to help another person build their family, to help another person have their dream become a reality. And that's what matters. That's what surrogacy is about. That someone's coming with a dream and someone is here saying also, not only her, but her entire family saying to a complete stranger they've never met in their life, saying, I want to help make your dream a reality of having and building your own family. What is the best way to create a good and respectful relationship with the surrogate for you? That's a very good question because no person is the same. I think that no journey, no, and I always see it in a way. I work with a lot of couples. I do have single parents also, but even the single parents, I always relate it to, imagine when you were dating, right? When you're seeing someone for the first time, and there's a physical attraction, but you go on the first date, you're on dinner, and you just realize, I don't like their attitude, or there's something about in that aspect that you just don't like. That, but at the end of the day, there's a certain level of respect to just say, hey, this is not going to work, etc. And although you're not dating this person, you need to understand that this is a person that you've never met. However, you're choosing, and it's not just you, it's also the surrogate that's choosing. So it's a mutual choice here, but also you're two completely personalities. And if the center of everything, of the entire journey is respect, and then I think that that's going to help the whole relationship. I've always said it's not what you say, it's how you say it. And it doesn't matter how angry, how frustrated, how sad, how overwhelmed things happen throughout a journey. It's about taking a step back. Just like you wouldn't disrespect your partner, and when you have to be communicating something, about taking a step back and choosing when to say something or how to say it. But also remembering that you have an entire team around you. Yeah. That when things are going not the way that you expected it to be, that you have that and that you can lean on, so that you don't have to take that out on your surrogate. And maintaining that relationship, because that's the important part of maintaining that relationship, because after all, this is a person that is carrying your dream and putting her life, and that's the reality, her life at risk, at the cost of making your dream or anyone else's dream a reality. So respect is a major part about everything, and it works both ways. It's not just from the intended parents, but also from the surrogate and her family towards the intended parents. Yeah. How can you tell if a surrogacy agency is ethical and honest? The reality is that it's really hard for intended parents. So when I say you, I'm referring to the intended parent, to find that and to find whether it's an agency or a professional that is ethical. But that's what we do within our company, is that we filter
the agencies to ensure at a certain level that they are doing ethical procedures within their company, within their agency, within their staff, and then also with the people that they're working with, that the ethics is the principle about everything. Now, sometimes intended parents are doing their own research, and that's okay too. Okay. However, sometimes agencies will tell you things that are very unethical, that is not okay to do. Some agencies are holding escrow. That is unethical. That is not common practice. However, agencies will say things and they would word it in such a beautiful way that you are convinced as an intended parent that even me, let's say that I'm the intended parent talking to that agency, I'll be convinced of like, oh, that sounds completely correct and right, and I'll move forward with you. But the reality is that there's so much risk in that. I think that it's important that for intended parents to first filter, to have conversations, and not only talk to one person, not only talk to one agency, but also talk to multiple agencies. Talk to multiple clinics, talk to multiple attorneys. There's so many professionals out there that will do it at no fee. And I think that your first red flag when somebody wants to, or when you're reaching out to talk to someone to get informed and they're telling you, hey, sure, but there's going to be for a fee for a consultation, that's your first red flag. You don't want to do that. Run away from that. Get away from that. And then, there are so many professionals out there that are willing to talk to you and educate you and talk to you about ethical surrogacy. We do that all the time, and we filter the agencies, the professionals, but it's understanding what that looks like. But even in the United States, and it's so important to understand that, even in the United States, unethical surrogacy happens. There's some professionals that do unethical practices, and intended parents don't know that. And sometimes there's agencies that are able to operate. There's no law against that. There's no law against certain practices. And so because there's no law, then they do it. So just because you're doing surrogacy in the United States, which is the most popular country to do surrogacy because it's more protected, it's more regulated, it's just more favorable. The laws are just for it, and it's a beautiful country to do surrogacy. However, you still need to be careful. Don't just trust that it's just because it's in the United States, ethics, everybody's following ethics. No, it's important to filter. It's important to have those conversations. How can parents protect their emotions but still be present and respectful? So emotions, like we were talking earlier, it's an emotional roller coaster, your entire journey. Yeah. And I think that overall, things protecting your heart, things will happen throughout everything. And fertility is a cruel thing. And whether it's a heterosexual couple that is going through their own infertility, or a same-sex couple that are trying to go through their own infertility, because being gay and not being able to is infertility also. Yeah. So you need other aspects to do fertility. So to guard your emotions, to guard your heart, it's the most important thing, because things will happen. Not every journey is the same. It's beautiful when you read books, right, about surrogacy. And it's so cruel to read a book that the journey went perfect. And I've had so many conversations with intended parents when it's like, I read the book of this person, and that's not what I'm experiencing. Of course not. Yeah. Because no journey is the same. Just like life, no one's life is the same. Yeah. And you will go through hurdles and things will happen. But it's understanding that guard your heart, because you will go through certain situations, such as embryo transfers coming, and you have an embryo transfer, and now HCG testing is going to happen, and you're having your highest hopes of having a positive, because that's the beginning of, of having this
small little person that's going to be, and you're already picturing all these things. But the reality is to guard your heart, because that could become a negative reading. Or you having positives, and then later on there's a miscarriage. That's heartbreaking. And so guard your heart over all things. I prefer to speak raw to intended parents, of preparing them of what could happen. Yeah. Not because I want to be negative, but because it's the reality. To prepare. Yeah, and this can just happen not only because it's surrogacy, it's just in a normal pregnancy too. Things can happen. Yeah. And that's the reality about, surrogacy and fertility, pregnancy in general. When something goes wrong, how can parents continue with care and kindness? I think that it's important to take a break, Yeah. to take a breather. Not do it right now. Yeah. When something goes wrong, I've always explained to, when I'm talking to other professionals or to the team, that we need to understand that intended parents have already pictured this baby. And when something goes wrong, even in the beginning, you're creating embryos. And this also comes, from the fertility clinic aspect. You're creating embryos, and you get that result that you have so many eggs, and now you're going to have a creation of embryos, and guess what? You have no embryos because you get the test and the test. It can happen. And that is heartbreaking for intended parents. But I think that also for professionals, we understand that you just had a loss because you literally pictured a child at the end of this entire road, although you're in the beginning or in the middle or towards close to the end, wherever you might look like or wherever you might be in, you're grieving. It's a grief. There's no actual baby there yet. Yeah. But it is a grieving. It is a grieving, and that's the part that we need to understand, that sometimes intended parents don't catch themselves, that you're grieving, that your dream has just been squashed, has just been thrown out the window. And it's a hard reality to accept. So I think it's important to stop, take a breather, let's talk about it. And sometimes it's not just to talk about it, it's just okay to cry. It's okay to just say, life sucks. And it's the same thing in normal pregnancy. Yeah, and that's the important part, to listen and to stop in that process so that you can then build yourself together and then proceed. What is the biggest mistake people make when they choose a program in Mexico? The biggest mistake, I would say, is allowing professionals to tell them to have the surrogate's name on the birth certificate. Okay. That is one of the biggest mistakes. There's a lot of professionals encouraging, advising to have the surrogate on the birth certificate. That's a no-no. Okay. And that is in anywhere. And I would say run from it once you hear that. And they will put it in such a way and use legal terms that will convince you that it is the right path for you. But it is not. I think that the first step for any parent is protecting your child even before your child is here. And one of the ways to protect your child is to ensure that you are the parent and that no one else has any parental rights over your child. That includes the surrogate. So that's one aspect. Second aspect is to also protect the surrogate, because having her on the birth certificate, being a parent, quote unquote, it's not protecting the surrogate, because now she's the mother of this child that's not the agreement. She's just, it's in the word, gestational carrier. She is a person that is carrying the child for someone else. She is not the mother. Yeah. So it is really important to understand that. So run from it. Do not. It is not common practice. So it is important for parents to know that. Do not have the
the surrogate on the birth certificate. How your company works to make sure all is ethical. So we do a filtering for every professional. And that includes fertility clinics, attorneys, psychologists, All professionals. all professionals that are involved in the surrogacy journey. We'll do our first filtering, and then we'll go and we'll visit them. We'll meet them in person also. But I think that the most important part to understand is like, we need to remember, I'm not a fertility doctor. I am not an embryologist. I am not an attorney. I am not a psychologist. I'm none of these, what these professionals are. But once I've done that filtering, we've built relationships in the United States where we're practicing ethical surrogacy, but most importantly, we're following guidelines. These guidelines such as ASRM guidelines and SEEDS standards also, which is a guide to practice, but then also to ensure that both intended parents and surrogates are protected as they're pursuing their surrogacy journey and they're moving forward. So that being said, after we've done a filtering, we'll invite good friends such as fertility doctors, embryologists, and not just an embryologist, but the director of embryology that is in charge of overseeing an entire operation in the laboratory to ensure that things are done within their own lab, and reputable ones too, not just anyone. Same thing with attorneys, etc. And we'll ask them, now it's time to go into the fertility clinic in Mexico, in Colombia, whatever country that might look like, to ensure that protocols are being done ethically. Also, that the lab is meeting standards that is up to par, just as in the United States. The legal system, etc. Like, what are we doing legally in these other countries to make sure that not only the contracts are being written, but also respecting that country's laws, but we're not doing anything that is under the table or that might be illegal or and stuff like that. It's very common to do things in another country, such as Mexico, paying under the table or stuff like that. We want to make sure none of that is happening. However, we want to get there in a legal way, because we don't want that to happen, or we don't want anything bad to happen throughout the legal process. So we'll invite other professionals to make sure that we have these conversations with these professionals in this other country to ensure that best practices are being followed, but then also that the ethics is in the center of everything. So we'll do the filtering in that way, and then from there, making sure that we're doing surrogacy, then this continues as we move forward within the journey. Okay. Thank you so much, Junior. On va passer maintenant à la section science-fiction ou réalité. Alors Romain, c'est toi qui vas t'y coller. Donc je vais te poser des petites questions et donc tu dois me répondre du tac au tac sur ta façon de penser sur ces petites questions. Science-fiction ou réalité. Ok. C'est bon ? C'est parti. Allez, c'est parti. Des bébés dans des utérus artificiels, science-fiction ou réalité en 2045 ? Réalité, peut-être pas en 2045, mais réalité à un moment donné. D'accord, tu nuances. Je nuance. La GPA légale et encadrée en France, tu y crois ou t'as arrêté d'y croire ? Non, j'y crois. Ok. Faut y croire. Voilà. Créer des embryons sans ovules ni spermatozoïdes, possible ou fantasme de labo ? Alors pour moi, dans ma tête, c'est bizarre, mais a priori, ce sera possible très rapidement. Ok, c'est vrai qu'il y a la bioimpression maintenant aussi qui existe. Ah non, mais ça, c'est dingue. Par contre, avec des petites cellules de peau, on devrait pouvoir créer des organes. Ouais. Sélectionner l'embryon le plus intelligent, progrès ou dérive ? Dérive. Ok. Est-ce qu'un jour, faire un enfant naturellement sera considéré comme risqué ? Je pense que oui. Ok. Un bébé avec l'ADN de 3 parents, t'es pour ou t'es mal à l'aise ? Je vois pas comment c'est possible. Parce que ça voudra dire beaucoup trop de chromosomes. Donc là, il faut éditer l'ADN et je suis contre. Ok, il y aura peut-être 5 bras. C'est peut-être l'avenir, hein, finalement, on travaillera plus vite. Choisir la couleur des yeux, jeu dangereux ou liberté de choix ? Dangereux. Ok, super. Supprimer les maladies génétiques avant la naissance, éthique ou eugénisme ? Éthique. Ok. Est-ce que l'intelligence artificielle pourrait mieux gérer un parcours de GPA qu'un être humain ? Oui, sur l'explication logique, mais sur l'émotion,
Pour l'instant, en tout cas, l'intelligence artificielle n'arrive pas à ça. Ok, super. Un futur parent célibataire de 70 ans, tu trouves ça génial ou gênant? Gênant, à part si l'espérance de vie augmente à 200 ans à un moment donné. Ouais, ok. Et que du coup, le corps suit aussi. Exactement. Ok, tu crois qu'on pourra un jour imprimer un utérus fonctionnel en 3D? Je pense, j'espère, qu'on pourra imprimer des organes en 3D. Ok, ça commence déjà. Oui, mais peut-être qu'on va carrément passer à développer des organes sans les imprimer. Alors là, je suis nul en tout ça, mais avec juste une petite cellule de peau. Ok, super. La fertilité payée par les entreprises comme bonus RH, révolution ou récupération? Révolution. Et Ok. ça, j'encouragerais toutes les entreprises françaises à le faire. Alors pour la PMA, pas pour la GPA, mais pour la PMA. Ça se fait aux États-Unis, c'est génial. Ok, super, ça existe déjà là-bas alors. Ok. Tu penses qu'un jour il y aura un passeport génétique à la naissance? Alors on a un passeport génétique à la naissance, hein, mais pour l'instant on n'a pas un papier passeport avec tout son patrimoine génétique. Mais oui, ça, c'est sûr que quand on est, on a un patrimoine génétique. Donc on pourrait l'éditer et le faire sous forme de papier, passeport, Ouais. programme. Créer un embryon à partir de cellules de peau, on y est presque? Alors ça, j'en ai parlé. Alors d'après les papiers qui sont publiés, on y est presque. Après, c'est toujours la petite goutte d'eau qui manque pour que ça fonctionne. Et ça, cette goutte d'eau, on va la trouver demain ou dans 40 ans. On ne sait pas, mais on y est presque. Donc ça revient à faire sans ovule ni spermatozoïde. C'est ça. Ok. Est-ce que l'amour aura encore sa place dans la reproduction? Alors, l'amour aura toujours sa place dans la reproduction. Mhm. Faire l'amour, est-ce que ça aura toujours sa place pour se reproduire? Peut-être pas. Ok. Peut-être que tout se fera en laboratoire. C'est triste. Et je vais sûrement choquer beaucoup de personnes. Mais peut-être qu'on va arriver à ça. Avec une seule et bonne raison, éviter de transmettre des maladies à son enfant. Et si on téléchargeait la mémoire des parents dans l'ADN de l'enfant? Est-ce que c'est un héritage ou une invasion? Ça, je sais même pas si... ce sera peut-être possible à un moment donné. Ça peut être un héritage. Je pense que c'est mieux de le transférer, pas dans l'ADN, mais dans la mémoire. Ouais. Quand on sera tous dans le cloud, et ben on pourra avoir la mémoire de ses grands-parents. Mais c'est ce qu'on fait, hein, le travail de mémoire, c'est un petit peu notre héritage sur des générations et des générations qui est fait. Là, ce sera plus à l'intérieur de soi, je sais pas. Ok. Ce qui se fait maintenant, c'est mieux, même si on oublie vite le passé. Ok. Prochaine saison sur Netflix, du coup. C'est Voilà. ça, dans Black Mirror. Exactement. Ok. Tu penses qu'on pourra bientôt faire une échographie depuis chez soi en réalité virtuelle? Ah ouais, alors ça par contre, c'est possible. Ouais. Il y a On déjà achète, des petites. On achète son petit échographe, je sais pas comment on l'appelle, et on voit tout. Oui, alors ça, tout ce qui est ça, ou alors avoir maintenant, et c'est possible aux États-Unis, un petit compartiment où on met le sperme et on peut voir ses spermatozoïdes directement et faire son spermogramme directement à la maison. Ça, D'accord. c'est complètement Ça existe possible. déjà, ça. Ce qui est aujourd'hui pas possible, c'est pouvoir créer des embryons chez soi. Ça, aujourd'hui, on peut pas. Et la science, pour l'instant, ne le peut pas. Et si toi, tu devais renaître dans 100 ans, tu choisirais quel modèle de conception? Ah le modèle qui me permettrait d'être en meilleure santé. Bon, je suis en bonne santé, je touche du bois. Mais non, si ça pourrait me permettre d'éviter certaines choses, je choisirais ce modèle-là. Ok, super, ben merci beaucoup. Avec plaisir. On va maintenant passer à la dernière rubrique, la rubrique du témoignage. Alors bonjour Julien. Bonjour. Alors, on va y aller pour quelques petites questions, témoignages, puisque tu as fait un parcours GPA aux États-Unis il y a 2 ans. Donc tu avais quelques réticences à avoir recours à cette méthode. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors c'est vrai que avant de faire la GPA, j'ai bien mis 10 ans à me décider, une bonne dizaine d'années avec mon conjoint parce que on avait entendu beaucoup de choses sur la GPA. Est-ce que fallait être pour, contre? Il y a eu beaucoup de débats à ce sujet. On s'est beaucoup renseigné, on a regardé beaucoup de reportages, de films. Il y avait de tous les avis, hein, bien évidemment, des avis qui nous donnaient vraiment espoir et d'autres plus complexes, hein, notamment cette femme qui était née de GPA et qui est très virulente envers la GPA.
Et tout ça, c'est vrai que c'était un peu un frein à l'origine pour faire recours à cette méthode. Bon, je voulais absolument des enfants avec mon conjoint et je me suis dit que c'était l'unique méthode. Donc j'ai dû vraiment, pour ma part, me renseigner pleinement là-dessus. Je me suis rendu compte que cette femme, justement, qui était très virulente sur les réseaux, essayait plus de combattre un sujet plus personnel avec ses parents. Parce qu'elle parlait que ses parents l'avaient complètement délaissée pendant son enfance. Donc je pense qu'on n'était pas réellement dans le rapport GPA, mais plus dans... C'est un autre débat, quoi. Voilà, c'est ça, dans un reproche qu'elle avait à faire. Et bon, elle s'est servie de cet outil de GPA pour attaquer ses parents. Mais c'est vrai que j'ai pu vraiment dissocier les deux choses. Et puis l'envie d'avoir un enfant était vraiment plus grande. Donc je me suis dit... Léon dit c'est bien, j'ai réfléchi, j'avais peur de cette manipulation génétique comme certains pouvaient parler. J'ai eu peur de ce qui se passait dans les pays de l'Est, dans des choses plutôt illégales, même en France, hein, beaucoup ont eu recours à des procédés très illégaux et malheureusement, pas encadré. Voilà, et ça a donné lieu à des dérives et qui ont alimenté les discours des haineux contre la GPA. Et c'est dommage, parce que moi, j'en ai pas eu cette expérience, mais ça, on en parlera un peu plus tard. Bah justement, comment s'est déroulé le parcours de GPA pour toi? Eh bien, à partir du moment où on a validé la GPA, donc comme je vous ai dit, hein, ça m'a pris quand même 10 ans de réflexion. Et en fait, avec mon conjoint, on était vraiment sûr de vouloir des enfants, donc on est parti dans ce processus. Je me souviens qu'on a donné notre feu vert en juillet 2023. En juillet 2023. Donc on a contacté Romain, on lui a dit qu'on était partant. Et je sais pas si c'est une bonne étoile ou autre, hein, mais on avait l'idée avec mon conjoint d'avoir des jumeaux. On voulait pas décider qui allait commencer, quel embryon ou autre. C'était trop dur à décider parce que l'âge avance. On était proche de la quarantaine. Et pour nous, c'était important d'avoir nos enfants le plus rapidement possible pour en profiter. Donc on s'est dit, pourquoi pas en fait avoir implanté 2 embryons, un de chaque, et laisser la nature faire place à la suite et ainsi comme ça pouvoir décider de ce que réellement on devait avoir. Donc on a décidé de planter 2 embryons, un de mon conjoint et un de moi-même. Et donc ça s'est fait assez rapidement. Donc on a voyagé à Las Vegas, on a fait notre don sur place. C'était testé, tout était très bon, tout est passé au vert rapidement. On a dû aussi choisir donc une mère porteuse avec une agence. On nous en a proposé une assez rapidement. Donc on s'est rencontrés, on a discuté. Tout s'est hyper bien passé, ça a matché des 2 côtés. Et suite à ça, donc on a décidé de créer les embryons. Donc on a fait les tests pour savoir si nos embryons étaient bien sains. Et les fameux dont on parlait tout à l'heure. Exactement, PGTA. Donc ça, c'est beaucoup de suspense, beaucoup de stress parce qu'on est loin, on est très loin de tout ce qui se passe. Mais Romain nous tient beaucoup informés, donc c'était vraiment pour nous une aubaine que de l'avoir et d'avoir des nouvelles assez rapidement à chaque fois. Et donc là, je reviens au sujet initial, on était nés vraiment sous une bonne étoile parce que ils ont implanté les 2 embryons et dès le premier coup, ça a tenu. Et donc on a appris en novembre qu'on attendait des jumeaux. Voilà, donc un de chaque. Et alors du coup, comment ton entourage a réagi à la GPA? Parce que c'est pas commun. Alors déjà, il y a eu le fait je reviens à 20 ans en arrière de l'homosexualité qu'il fallait annoncer. Et là, la GPA, c'est vrai que on ne savait pas comment ça allait être apprécié dans la famille. On a un entourage mixte, totalement mixte, hein, avec différentes pensées. Et curieusement, l'envie, par exemple, je parle pour nos parents, hein, d'avoir des petits-enfants a été plus forte, je pense. Donc, ils ont accepté, même si certains pouvaient être contre de ce qu'ils ont entendu à droite, à gauche. Souvent, les gens ne savent pas. Ils ne savent pas. Donc, tout de suite, on m'a parlé de manipulation génétique, qu'on allait contrôler leurs yeux, je me suis dit non, mais c'est pas du tout ça. Donc avec mon conjoint, on a été très patients. On a expliqué à nos familles réellement comment ça allait se passer, quelles allaient être les étapes. Et tout de suite, ils ont dit OK. C'est vrai que j'avais pas entendu les choses comme ça, j'avais pas cette vision des choses. Donc on en revient au sujet initial. Mais du coup, non, ils ont adhéré et aujourd'hui, les grands-parents sont les plus heureux du monde de pouvoir compter ces 2 petits-enfants.
Ok, super. Et alors, qu'est-ce qui t'a le plus plu dans cette aventure? Ce qui m'a le plus plu, déjà ce mois de novembre, je me rappellerai toujours de ce jour où Romain nous a appelés en visio pour nous faire partager cette journée où on a implanté les embryons donc dans la mère porteuse. Ce jour a été magique. Ça, je m'en souviens parce que j'en avais les larmes aux yeux. 2 semaines après, quand j'ai appris que la grossesse était effective, donc ça a été, c'était magique, mais ça ne surpasse pas de loin le jour J. Le jour de la naissance, c'était le 22 juillet 2024, où les jumeaux sont nés. Où ils sont arrivés, on était dans cette pièce à l'hôpital de premiers soins et on attendait devant une porte que la porte s'ouvre pour recevoir le plus beau cadeau de notre vie en fait, l'accomplissement de notre vie, nos enfants qui sont arrivés un par un. C'était indescriptible. Cette journée, je m'en souviens, mais tout est voilà, une sorte de brouillard autour. Enfin, je sais que j'étais vraiment sur mon petit nuage. Et ça, malgré les épreuves que peuvent être la GPA, il faut faire preuve de patience, de persévérance. En fait, ce jour-là, on comprend que Ça en valait le coup. c'est même pas que ça en valait le coup, c'est que c'était impossible de considérer les choses autrement. Et aujourd'hui, mes enfants vont avoir 1 an. Et je peux pas en parler sans émotion parce que c'est toute ma vie. Et c'est fort. C'est très très fort et je regrette absolument pas. Alors maintenant qu'on est dans l'émotion, qu'est-ce que tu as le moins apprécié dans la GPA? Ce que j'ai le moins apprécié, c'est le fait d'être loin. Malgré que on ait eu une super équipe et que ce soit la gynéco qui a mis au monde nos enfants, que ce soit Romain, que ce soit en fait plusieurs personnes qui ont participé à ce processus de Plein de vie. professionnels qui travaillent. Voilà, autour de- parce qu'on parle pas d'un achat ou comme on essaie de nous le faire croire. On parle vraiment de créer la vie. Et L'expérience humaine. Ouais. exactement. Donc le fait d'être loin, on peut croire que la GPA c'est un contrôle sur tout, c'est faux en fait. C'est la vie qui fait. Donc c'est une aide médicalisée en fait qui vous permet d'atteindre l'objectif, mais rien n'est sûr. Est-ce que les embryons vont tenir? Et en fait cette incertitude, elle est propre en fait à chaque couple, comme ceux qui conçoivent par voie naturelle ou par PMA. Sauf que nous on est loin. Et ça, c'est vrai que c'est peut-être la partie qui nous a fait, qui nous a rendu parfois le plus mal parce qu'on se sentait coupable de pas être là, de pas être présent quand nos enfants en fait grandissaient dans le ventre en fait de leur mère porteuse. Et ça a été, c'était le petit bémol, mais bon, on n'avait pas le choix. Après, on peut effectivement déménager là-bas, mais bon, il y a notre métier et puis il y a notre vie et tout ça, mais... Il faut préparer leur arrivée. Et oui, ça c'est quand même pas mal de travail, surtout pour des jumeaux. Ok, super. Et dernier petit point, quel conseil tu donnerais à une famille ou à une personne célibataire, puisqu'on a vu tout à l'heure que c'est tout à fait possible, quel conseil tu donnerais à cette personne ou à ces personnes qui hésiteraient à faire appel à la GPA pour construire la famille? De s'écouter. Soit d'arrêter de se faire intoxiquer par tout ce qu'on peut entendre sur YouTube, par les informations ou autres. C'est Sauf ce qui a été dit dans cette c'est- émission, ça on peut l'écouter. Oui, bien sûr. Mais de s'écouter. Si l'envie d'avoir un enfant biologique est vraiment forte, l'envie de transmettre son patrimoine génétique, l'envie de transmettre la vie, l'envie de transmettre une éducation. En fait, peu importe ce qu'en penseront les autres, si vous décidez à partir d'un moment que vous sentez que c'est votre bonheur que d'élever des enfants et d'avoir vos enfants, eux vont être heureux, et le reste, en fait, vous vous rendrez compte qu'à partir du moment où vous êtes papa, ça n'a pas d'importance. Ok, super. Merci beaucoup pour ce témoignage, Il y a pas plein de souci. d'émotions. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission. Et puis, on se retrouvera une prochaine fois avec un autre sujet.